Dans la première vidéo, on a pu voir que le test du MBTI, qui se voulait être un test de personnalité, était en fait une stratégie marketing pour se faire beaucoup d'argent sur le dos d'entreprises un peu crédules. Et bien tout ce qu'on a pu appliquer au MBTI, on va aussi pouvoir l'appliquer au test du DISC. Et on va commencer par le commencement, la page Wikipédia. Je vais citer la page Wikipédia. Dans son livre de 1928, Marston décide que le comportement humain est de l'un des 4 types suivants: dominance, influence, stabilité et conformité. Et là déjà, il n'y a rien qui va. Si on prend mot par mot, on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui correspond à quelque chose de scientifique. Quand on dit que c'est dans son livre de 1928 et qu'on l'utilise toujours aujourd'hui, déjà c'est qu'il y a un problème parce que la science ça évolue. Depuis 1928, on ne marche plus du tout de la même façon. On a des preuves qui ont été robustes, d'autres qui ont été invalidées, et à un moment donné, il va falloir utiliser de la recherche un peu plus récente. Ensuite, on nous dit que Marston décide, sauf qu'en science, on ne décide pas. On vérifie empiriquement si quelque chose est juste ou ne l'est pas. On ne décide pas que les personnes ont telle qualité, telle caractéristique, tel trait de personnalité. C'est pas un choix. Et enfin, et c'est là où Marston a fait preuve d'une stratégie marketing intéressante, c'est que les 4 traits d'Hippocrate qu'on retrouve finalement, les 4 traits de personnalité de Marston sont exactement sur la même recette que celle de Myers-Briggs vis-à-vis d'Hippocrate. C'est que Hippocrate avait cette idée de vent, air, eau, terre et feu. Et évidemment, ça correspond à une couleur. L'air, ça va plutôt correspondre à une couleur verte. Le feu, c'est plutôt rouge. L'eau, c'est plutôt bleu. Et la terre, c'est plutôt jaune. Et bien, Marston va utiliser ces couleurs pour créer un attrait visuel et donner envie aux personnes d'utiliser son questionnaire, de payer pour utiliser son questionnaire parce que c'est très simple. C'est visuel, ça se voit tout de suite. C'est un test qui est donc facile à comprendre, c'est un test qui est facile à faire passer parce qu'il y a moins de questions que le MBTI, et c'est un test qui est plus rapide parce qu'évidemment comme il y a moins de questions, on le traite plus rapidement. C'est un test qui met de 10 à 15 minutes alors que le MBTI met de 20 à 25 minutes. Un vrai test de personnalité comme le Big Five, on est plutôt aux alentours des 40-45 minutes. Donc autant vous dire que le DISC, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire passer. Et si on vous dit, en 10-15 minutes, tu vas apprendre comment, durant toute ta vie, tu as communiqué et tu vas communiquer, comment jouer de tes forces et de tes faiblesses de communication, tu vas payer tes 100 € et puis tu vas passer le test. En fait, on n'est pas obligé de s'étendre dessus, vous l'avez compris, le MBTI et le DISC marchent sur le même principe. Ils ont des stratégies marketing différentes. Le MBTI vous dit voilà comment mieux vous connaître, le DISC vous dit voilà comment vous allez mieux communiquer, mais de manière générale, en termes métriques, en termes de qualité des questions, en termes de prédiction du comportement, ça vaut rien, on est toujours sur le degré zéro de la mesure pour les deux. Et l'objectif, c'est pas de dénoncer ces 2 tests en particulier. L'objectif, c'est de dire que tous les tests marchent sur le même principe. Ils ont des stratégies et des arguments marketing différents, mais ils marchent tous sur le même principe. Ils sont très faciles à comprendre, ils sont très faciles à faire passer, ils sont très chers, ils correspondent à nos espérances, on est toujours d'accord avec ce qu'ils disent et ils nous rendent heureux parce qu'ils nous valorisent. C'est le cas de tous les questionnaires qu'on va faire passer en entreprise. En fait, on devrait plutôt se poser au moins 2 questions. La première, c'est pourquoi les entreprises payent des sommes absolument astronomiques pour nous faire passer des tests de personnalité tout en sachant qu'ils ne marchent pas. Et la deuxième, c'est comment on pourrait comprendre la personnalité des gens sans utiliser ce test et pourquoi on aurait besoin de ces tests. Je vais tenter une réponse. Je pense que les entreprises font passer ce test parce que d'autres entreprises ont fait passer le test. Je pense qu'il y a une question d'habitude ou qu'il y a une question d'effet de mode. Et puis je pense aussi que quand ils le font passer, étant donné que les questionnaires sont faits pour qu'ils se sentent bien, je pense qu'ils en ont pour leur argent. C'est un peu comme la psychanalyse, on vous dit plus vous allez payer cher, plus la psychanalyse va être efficace. C'est pas ça ce qui va rendre la psychanalyse efficace ou non. Ce qui va rendre la psychanalyse efficace, c'est d'avoir des méthodes testées, démontrées, etc. Ce qui n'est pas le cas. Et on va vous dire, plus c'est cher, mieux ça marche. Je pense que pour les tests de personnalité type MBTI, DISC, etc., plus ça va être cher, plus on va avoir l'impression que ça marche et qu'on aura appris des choses. Et il y a tous ces facteurs-là qui vont faire que les entreprises continuent d'utiliser ces tests alors que je pense que s'ils mesuraient correctement sur le terrain l'efficacité de ces tests, ils se rendraient compte que ça sert à rien. Et pour la deuxième question, qui est comment on fait pour connaître la personnalité de quelqu'un d'autre, en fait la réponse que je vais vous apporter, elle tient plus du bon sens. Et en fait souvent en psychologie, les réponses, les vraies réponses, tiennent plutôt du bon sens. Je pense que pour connaître la psychologie des personnes, il faut s'intéresser à elles. Il faut essayer de leur poser des questions, s'intéresser à ce qu'elles font, leurs hobbies, leurs passions, ce qu'elles font au travail, leur manière de travailler qui sont peut-être différentes des vôtres, leur manière d'être avec les autres, leurs valeurs, qu'est-ce qui est important pour elles, qu'est-ce qui est important pour elles dans le futur, qu'est-ce qui a été marquant dans leur vie passée. Est-ce que toutes ces questions-là, vous les êtes posées pour vous-même? Est-ce que vous les êtes posées pour vos collègues, pour vos collaborateurs? Et finalement, je pense que c'est en répondant à ces questions qu'on va en apprendre beaucoup plus sur les personnes plutôt que de répondre bêtement à des questions oui ou non. Alors, je vous ai donné beaucoup d'arguments contre le MBTI et contre le DISC, mais c'est aussi intéressant d'écouter les arguments pour ces tests-là. Et donc, ça me paraissait important aussi de vous citer le président de CPP, qui est l'éditeur du MBTI, et de voir ce qu'il avait à dire sur le MBTI. Je vous cite.
Le MBTI est le test de personnalité le plus populaire car les personnes le trouvent utile et stimulant. Le MBTI n'a jamais été fait pour être prédictif et ne devrait jamais être utilisé pour embaucher, dépister ou prendre des décisions dans le monde du travail. Fin de citation. Et c'est intéressant parce que dans son argumentation, il le dit clairement et les entreprises ne le savent même pas. Il le dit clairement. Le MBTI n'a pas été fait pour être utile, il a été fait pour que les gens le trouvent utile. Et finalement, les gens qui font le MBTI sont beaucoup plus lucides que les gens qui les utilisent. Ils savent que ça sert à rien et ils ne s'en cachent pas parce que ça servira à rien de faire de la publicité mensongère. Simplement, on ne voit que ce que l'on souhaite voir. Voilà, je vous ai présenté le MBTI et le DISC, mais ça me paraissait aussi très important et très intéressant de vous présenter un vrai test de personnalité qui a été validé scientifiquement pour pouvoir justement vous permettre de les comparer. Et la première caractéristique d'un test de personnalité qui a été valide scientifiquement, c'est qu'il soit faisable par tout le monde. Et pour qu'un test soit faisable par tout le monde, il faut déjà qu'il soit traduit dans plusieurs langues, ça c'est évident, mais il faut qu'il soit gratuit. Et un test qui n'est pas gratuit n'est déjà pas scientifique et ne vaut déjà pas grand chose. Il faut absolument que le test soit gratuit pour que tout le monde puisse le passer et le faire passer. Il y a un site québécois qui s'intéresse à l'actualité de la psychologie qui a mis en ligne un certain nombre de tests qui ont été validés scientifiquement en psychologie et notamment le test qui va nous intéresser qui est le test du Big Five. Le lien est sous la vidéo. Et donc si vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès à ce test du Big Five qui est un des tests de personnalité les plus utilisés en psychologie ou qui fait l'objet du plus grand nombre de recherches. Big Five donc, c'est les 5 grands traits qui permettent de caractériser les êtres humains et je vais vous expliquer comment ça a été trouvé. Contrairement au MBTI, on a sorti les traits de personnalité de son chapeau en se référant à quelqu'un qui se réfère à quelqu'un qui se réfère à quelqu'un qui se réfère finalement à Hippocrate. Pour les traits de personnalité validés empiriquement, on a ces 2 chercheurs, Costa et McRae, qui ont demandé à des participants d'utiliser des qualificatifs pour se qualifier eux et qualifier les autres. Et ensuite, ils ont fait des clusters, c'est-à-dire ils ont pris les qualificatifs, ils les ont agencés pour faire en sorte de faire des corrélations et voir quels qualificatifs revenaient le plus, lesquels revenaient le moins, lesquels on pouvait assembler, les mettre ensemble et lesquels on pouvait différencier pour dire ça c'est vraiment un cluster différent d'un autre cluster. Et ensuite, leur objectif, c'est de fusionner petit à petit ces qualificatifs pour arriver au plus petit nombre de clusters, au plus petit nombre de traits de personnalité. Alors on peut aller jusqu'où ? En fait, la réponse, c'est qu'on peut fusionner jusqu'à tant qu'on veut, on peut fusionner jusqu'à un seul facteur qui sera le facteur le plus discriminant des êtres humains. Si vous voulez savoir quel est ce facteur, donc ce serait un big one, ce serait le trait d'extraversion-introversion. La meilleure manière de scinder les êtres humains, de dire toi tu es plutôt ceci, toi tu es plutôt cela, la meilleure manière de discriminer les êtres humains, c'est de les discriminer selon leur qualité d'extraversion et leur qualité d'introversion. Mais en fait, de ces traits de personnalité, on va pouvoir discriminer selon autant de facteurs que l'on veut, 2, 3, 5, 10, 15, autant qu'on veut. Simplement, plus on va utiliser de facteurs, plus on va perdre de qualité, en fait, moins ça va être interprétable, parce que si on dit, toi t'es plus ça, mais moins ça, mais plus ça, mais moins ça, mais plus ça, à la fin on va se dire, mais en fait, il est quoi ? Et en même temps, si on n'utilise qu'un seul facteur, on va pas avoir beaucoup d'informations. Et donc il va falloir en fait trouver une sorte d'équilibre, de dire avec autant de facteurs on va pouvoir bien discriminer entre les personnes et en même temps ça va quand même être lisible. Et pour ça, le plus simple c'est d'utiliser 5 ou 6 facteurs. Le modèle en 5 facteurs c'est le Big Five et le modèle en 6 facteurs c'est l'Hexaco. Donc le Big Five, on l'appelle aussi le modèle océan. C'est facile à retenir parce qu'en fait, chaque lettre va correspondre à un trait de personnalité. La différence entre le modèle océan et le modèle Hexaco, c'est que dans Hexaco, c'est les mêmes lettres que océan avec un H devant en plus. Ça permet d'avoir du coup ce 6e facteur. Le E de océan et de Hexaco, c'est l'extraversion-introversion dont on vient de parler, qui est vraiment le facteur qui discrimine le plus les individus. Mais ensuite, il y a toutes les autres lettres. Le O, c'est ouverture à l'expérience. C'est est-ce qu'on va être plus ou moins curieux, est-ce qu'on va avoir plus ou moins envie de vivre des nouvelles expériences, ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt préférer ses routines, ses rituels. Le C, c'est la conscienciosité. C'est est-ce qu'on va être plus ou moins discipliné, être plus ou moins organisé. Océan. Le E, c'est extraversion, donc ça on en a parlé. Le A, c'est l'agréabilité. C'est est-ce qu'on est plus ou moins compatissant, est-ce qu'on est plus ou moins coopératif, ouvert à la discussion avec l'autre, etc. Ou est-ce qu'on est plutôt renfermé sur soi, est-ce qu'on a plutôt pas trop envie d'être agréable avec les autres. Et le N, c'est le névrotisme, c'est est-ce qu'on est plus ou moins anxieux, est-ce qu'on est plus ou moins facilement anxieux en fait, est-ce qu'on est plus ou moins facilement émotif, est-ce qu'on arrive plus facilement à se mettre en colère. Des personnes qui n'arrivent pas du tout à se mettre en colère alors qu'il faudrait, et des personnes qui partent au quart de tour. Ça, c'est plutôt le trait de névrosisme. Est-ce qu'on est plus ou moins inquiet aussi? Et donc le H de l'Hexaco, qui n'est donc pas dans le modèle océan, c'est honnêteté, humilité. Est-ce qu'on est plus ou moins humble? Est-ce qu'on est plus ou moins honnête?
Donc vous l'avez peut-être déjà compris, mais je vais le redire pour que ce soit vraiment clair, il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien entre le modèle Océan et le modèle Hexaco. Le modèle Hexaco est plus long à faire passer parce qu'on rajoute des questions, il est un petit peu plus compliqué à interpréter, mais de manière générale, les deux sont valides, c'est juste un choix éthique de la recherche qui nous importe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est nous qui allons décider en fonction des objectifs de notre recherche. Pour les questions, je vais vous mettre un exemple de ce à quoi elles ressemblent, et vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans du oui-non. Là, par exemple, je vous ai mis les 3 premières questions qui me sont apparues sur le site de Psychomédia. On a la première question, c'est êtes-vous volubile? Est-ce que vous aimez parler? Vous êtes en désaccord, en accord, plus ou moins, etc. À travers toutes ces questions, la deuxième, c'est a tendance à remarquer les défauts des autres. La troisième, c'est fait du bon travail. À travers toutes ces questions, on va pouvoir dresser un tableau. On sait quelle est la moyenne des êtres humains et on va pouvoir savoir si vous êtes au-dessus de cette moyenne, en dessous de cette moyenne. Donc si par rapport aux autres, vous êtes plus ou moins volubile, vous avez plus tendance à remarquer les défauts des autres, vous avez l'impression de faire un meilleur travail que les autres, etc. Et on voit donc que dans les tests validés scientifiquement, on est bien dans du plus ou moins que les autres. Donc pour Psychomédia, c'est toujours un petit peu pareil, il faut aussi pouvoir avoir des questions qui ne durent pas un temps incroyable. Et là, c'est le BFI qu'ils font passer, il fait 44 questions. Mais si vous voulez vraiment le test de personnalité le plus complet, celui qu'il faut passer 2 heures pour le faire, c'est le NeoPIR. Lui, il vous donnera exactement quel type de personnalité vous avez, c'est le plus précis et le plus complet qu'on ait. Mais il fait plus d'une centaine de questions et vous allez vraiment mettre beaucoup de temps à le faire. Donc pour les réponses, j'ai rempli un questionnaire absolument fictif, simplement c'est pour vous montrer comment on pourrait interpréter les réponses qui sont données par ce test. Pour l'agréabilité dans les relations, on voit que j'ai un score de 2,2 alors que la population générale a un score de 3,9. Ça c'est intéressant, ça veut tout simplement dire que je suis moins agréable que la moyenne de la population. J'aurais eu un score de 4,3 par exemple, ça va jusqu'à 5. Si j'aurais eu un score de 4,3, eh bien j'aurais été plus agréable que le reste de la population. Pour le score de conscienciosité, juste en dessous, on voit que j'ai un score de 2,4. Ça veut dire que je suis beaucoup plus impulsif que la moyenne et donc beaucoup moins consciencieux que la moyenne. Et pour l'ouverture à l'expérience, j'ai un score de 2,8 alors que la moyenne des participants, des personnes qui ont fait passer ce test de la population générale, c'est de 3,7. Donc je suis beaucoup moins ouvert à l'expérience, beaucoup plus renfermé sur mes expériences à moi que la moyenne de la population. Et j'attire votre attention sur les résultats que j'ai eu à ce test fictif. On apprend dans ce résultat que 1, je ne suis pas agréable, que 2, je ne suis pas ouvert à l'expérience et que 3, je suis très impulsif. Autant vous dire que je ne suis quand même pas une personne qui a une personnalité très facile à vivre. Si j'avais eu vraiment, c'était vraiment le test qui me correspondait. Et ça c'est important dans un vrai test de personnalité valide. On peut avoir des personnes qui sont pénibles, qui sont malsaines, qui sont agaçantes et pouvoir le remarquer à travers ces personnalités. On ne peut pas uniquement valoriser les personnes sans arrêt. Et de manière générale, si vous passez ce test, vous verrez que vous êtes probablement à peu près dans la moyenne de la population générale, sauf si vous avez une personnalité un petit peu atypique. Mais de manière générale, si j'avais passé vraiment ce score, j'aurais été relativement proche de la population générale. Pour la plupart de ces facteurs, peut-être que j'aurais été beaucoup plus agréable ou beaucoup moins agréable, mais pour le reste, j'aurais été assez proche de la population générale. Et l'important, c'est de pouvoir justement voir par rapport à cette population générale si j'ai des traits qui sont différents et si ces traits sont positifs ou négatifs en fonction de mon jugement moral. Mais dans la vérité scientifique, ça n'a pas d'importance, ce jugement moral. Donc, est-ce qu'en entreprise, on peut vraiment remplacer le MBTI et le DISC par le Big Five? En fait, techniquement, oui, le Big Five, il y a à peu près 44 questions, c'est relativement facile à faire passer. À la fin, vous avez des couleurs qui vous expliquent bien par rapport à la population générale, est-ce que vous êtes au-dessus, est-ce que vous êtes en dessous, etc. Et à la fin, vous avez un petit paragraphe qui vous explique bien les choses. Donc, techniquement, oui. La question, c'est plutôt, est-ce que vous devriez le faire passer? Et en fait, la réponse, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose en fait avec le Big Five. On vous dit simplement par rapport à la population générale, vous êtes un peu en dessous, vous êtes un peu au-dessus. Et c'est tout, on n'apprend pas grand-chose. Le Big Five, c'est très utile en sciences parce que ça permet d'être prédictif. On va dire, voilà, on va mettre ces traits de personnalité, on va mesurer un comportement et on va mettre les deux en lien. Et on va voir que, tiens, les personnes qui sont de telle personnalité vont plus faire ce comportement que des personnes qui ont telle personnalité. Ça permet par exemple de voir que les personnes qui sont schizophrènes ou qui sont dépressives, elles vont plutôt avoir tel type de personnalité que tel type de personnalité. Donc c'est très utile dans un pouvoir prédictif. Quand on fait le test tout seul, sans mesurer quelque chose à côté, l'intérêt est vite limité. Et en fait, c'est la conclusion de cette vidéo, c'est la conclusion de ces 2 vidéos, c'est de dire que si les entreprises voulaient vraiment connaître le type de personnalité de leurs employés, voulaient vraiment savoir comment leurs employés communiquent,
eh ben, la première chose qu'elle devrait faire, c'est d'abord de s'intéresser à ses employés et donc de leur demander. Voilà, merci d'avoir écouté ces 2 vidéos qui sont vraiment plus longues que les autres. J'ai vraiment mis beaucoup plus de travail sur ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de l'actualité de mes vidéos. Normalement, c'est une par semaine et je vous dis à bientôt.